Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque vendredi, Question d'actu prend le temps de ralentir, de respirer et de s'arrêter sur les mots qui ont marqué la semaine. Car dans l'actualité, certains mots, certaines phrases frappent plus fort que d'autres. Elles déclenchent des polémiques, voire des guerres. Elles sont révélatrices de tendances et lancent des alertes. Ce soir, nous mettons ces déclarations sous la loupe de nos invités. Alors pour lire entre les lignes, je reçois deux observateurs aguerris qui vont passer au crible les verbatims les plus marquants au niveau, bien sûr, national comme international. Chekib Gsous, bonsoir docteur. Bonsoir. Donc je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes médecin, sociologue et écrivain et nous allons parler après, vers la fin de cette émission, de votre dernier ouvrage intitulé « Survivre, enfants et jeunes de la rue », paru aux éditions La Croisée des Chemins. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. J'ai également le plaisir renouvelé d'accueillir le juriste et politologue et écrivain aussi à ses heures perdues, professeur Mostafa Shemi. Bonsoir. Bonsoir. On commence, messieurs, par une déclaration qui a marqué l'ouverture des travaux lundi 9 juin du sommet consacré aux océans sous l'égide de l'ONU. C'était à Nice, dans le sud de la France. Emmanuel Macron, solennel, racontait, je cite, le président français. Il y a 20 ans, Sa Majesté lançait le projet de Tangemed, qui est aujourd'hui le port le plus important de la Méditerranée. L'année prochaine, les travaux du port de Dakhla inaugureront une nouvelle ère pour l'océan Atlantique. Cette volonté de faire accéder tout le continent à cet océan et à cette ouverture. Dixit, le président de la République française, Mostafa Shemi. D'abord, c'est un sommet de l'Afrique pour l'océan. Et puis surtout, et il faut le rappeler, c'est la place qui a été attribuée au Maroc lors de ce sommet international d'abord, mais aussi principalement africain. Mostafa Shemi. C'est un sommet qui s'est tenu à Nice et qui achève ses travaux ce soir même avec une déclaration importante sur l'Afrique et l'océan. Il faut rappeler qu'il est présidé par le président français et par le Maroc, en personne donc Sa Majesté le Roi, représenté par son Altesse royale. Vous savez, l'Hasna, c'est important. Il y a eu un message royal qui a été lu en ouverture de ces assises-là. J'en tire plusieurs observations. La première, c'est à l'international, si besoin était, la reconnaissance et la consécration de la vocation maritime du Maroc, avec ce qui est fait en interne, évidemment, le port de Tangemed qui a été cité comme exemple par le président Macron, Dakhla aussi et tout le reste. J'y vois également un autre aspect, c'est que l'identité atlantique prônée par le souverain à travers les initiatives que vous avez citées, maintenant, elle, si je puis dire, elle fait des vagues. Elle déborde au-delà de la façade atlantique. Elle s'intègre dans une problématique générale qui est celle des océans, de la survie des océans et de ce qu'il faut faire pour que les océans préservent leur statut. Très bien. Alors, justement, vous avez parlé de cet aspect d'identité pour le sociologue que vous êtes, Chekib Gsous, en lisant cela et en lisant aussi cette ouverture qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des millénaires que le Maroc est ouvert sur l'océan et que ça rime, et cette invitation à l'initiative Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette invitation à d'autres pays de s'arrimer justement vers l'ouest, vers cet océan qu'est l'océan Atlantique, et notamment sur cette identité finalement atlantique du Maroc et des autres pays mitoyens de cette façade atlantique. Oui, le Maroc, c'est vrai que le Maroc est situé sur l'Atlantique, sur la Méditerranée également, mais sur l'Atlantique. Le Maroc a créé un certain nombre de ports. Et quand on voit l'histoire, le port d'Essaouira, par exemple, a été construit justement pour du commerce. Exact. Et quand nous prenons la ville de Casablanca, en 1900, quand le port était encore embryonnaire, la population était très faible. Il n'y avait que 20 000 âmes qui y habitaient. Et c'est l'extension du port, c'est le développement du port qui a fait que Casablanca s'est développée et Casablanca est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Détrônant d'ailleurs le port d'Essaouira. Détrônant le port d'El Jadida. Il y avait déjà, c'était à El Jadida que le commerce s'effectuait. Oui. Alors, quand il y a eu Tangemed sur la Méditerranée, ça fait tout juste 2 décennies. Et donc, en 2 décennies, ce port est devenu le premier de la Méditerranée, mais également le premier de l'Afrique, puisqu'il vient de dépasser le port de Durban cette année-là. Mais
il faut dire que le succès de Tangemed, c'est parce qu'il y a eu derrière Tangemed tout un espace qui est un espace économique et industriel, 1300 entreprises. C'est ce qui a fait que Tangemed a pu être ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, je pense que dans la vision royale, le port de Dakhla, par le fait qu'il y ait un certain nombre de pays qui s'arriment, des pays du Sahel, qui puissent s'arrimer sur Dakhla, d'un côté, mais également le fait du gazoduc qui va passer par là, le gazoduc Afrique-Atlantique qui va passer par là, tout ça fait qu'il y a tous les ingrédients pour que le port de Dakhla puisse être un port important dans les années, peut-être les décennies à venir, puisse être un port important, mais également un port qui puisse être un élément d'intégration d'un certain nombre de pays africains. Et de brassage, du coup. Et de brassage, du coup, absolument. Et d'économie africaine, sud-sud, gagnant-gagnant. Exact. Peut-être un mot à ajouter, puisqu'on parle de cet aspect atlantique, Moustapha Srimi, avant qu'on passe à la deuxième déclaration de la journée. J'y ajoute un élément, si vous le permettez, par rapport à ce qui a été dit, c'est la valorisation géostratégique du Maroc atlantique. Ce n'était pas le cas il y a 20-30 ans. La façade atlantique était une façade qui était pénalisée en quelque sorte en termes géostratégiques, du fait qu'il n'y avait pas grand-chose de ça. Or, maintenant, il y a quelque chose de nouveau, c'est une surcotation de la façade atlantique dans le cadre que vous avez évoqué, c'est-à-dire d'un prolongement allant au-delà des frontières maritimes du Maroc avec un certain nombre d'enjeux. Et je crois que c'était important à relever. Au-delà des frontières, je pense que depuis la nuit dernière, tous les regards sont braqués sur l'Iran. Grosse offensive inédite d'Israël sur l'Iran. Et cette réaction, elle n'a pas été l'unique réaction d'ailleurs du chef de l'État américain sur cette offensive israélienne inédite sur l'Iran. Je cite Donald Trump, « J'ai donné à l'Iran chance après chance de conclure un accord. Les prochaines attaques déjà planifiées seront encore plus brutales. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien et sauver ce qui fut autrefois l'empire iranien. » Fin de citation de Donald Trump. Moustapha Srimi, commentaire en sachant bien sûr que les cibles, quand on commence à avoir des confirmations des cibles qui ont été atteintes par, que ce soit les drones ou les avions de chasse israéliens, et il faut dire que l'opération a été préparée avec minutie. Une réaction d'abord à ce qu'a déclaré le président américain, Moustapha Srimi. Il y a deux volets dans votre question, oui, si vous le permettez, connexes. Premier volet, c'est le président Trump et l'Iran. Deuxième volet, Israël et l'Iran. Oui. Alors, pour ce qui est de la position américaine, il faut rappeler qu'il y avait en 2015 exactement à Vienne la signature d'un traité sur la non-prolifération nucléaire, associant les 5 membres du Conseil de sécurité, l'Allemagne, l'Union européenne et l'Iran. Et il y a eu, donc, c'est ce qu'on appelle le traité donc, de non-prolifération. Or, avec un certain nombre de conditions imposées à l'Iran, etc. Or, en mars 2018... Avec un certain Obama. Mars 2018, non, mars 2018, c'était le président Trump qui était... Après l'accord qu'Obama avait conclu avec Obama, les Iraniens. C'était 2015, son mandat finit en 2016. Mars 2018, durant son premier mandat, le président Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire de ce traité de Vienne de 2015 sur la non-prolifération nucléaire. C'est un traité qui est important, il faut le rappeler, parce qu'il limitait, il posait un certain nombre de contraintes. Il limitait, par exemple, les stocks d'uranium enrichi à 3,67% pour être précis, diminution drastique des 2/3 des centrifugeuses aussi, je n'ai pas le temps de donner le détail, également la limitation du plutonium. Et voilà que le président Trump, pour son deuxième mandat, donc reprend le dossier iranien avec des contacts. Ils en sont aujourd'hui à la 6e réunion. 6e réunion, mais il a donné un délai. Il a donné un délai de 60 jours pour que les négociations avec l'Iran donnent des résultats probants. Et ce sont des discussions qui ont lieu dernièrement donc à Oman, à Mascate. Alors, il leur a donné 60 jours, 2 jours avant l'offensive israélienne. Tout à fait.
Voilà, donc il y a là un agenda intéressant. Un agenda intéressant, c'est-à-dire 60 jours. 60 jours se sont écoulés avant-hier, 60 jours exactement, chrono. Et donc, voilà que le lendemain, 60 jours point jour, il y a cette opération israélienne. Alors, évidemment, sur ce plan-là, le président Trump avait fait une recommandation que vous avez évoquée. Il a dit qu'il faut pactiser, c'est-à-dire il faut un deal, il faut un accord, avant qu'il ne reste plus rien. Nous sommes donc dans un schéma maintenant où il n'y a pas eu de pacte, il n'y a pas eu d'accord, et nous sommes donc face à l'inconnu. L'inconnu est donc une totale montée des extrêmes, illustrée par l'opération israélienne. Et une opération quand même du Mossad, il faut le dire, qui Pas a seulement. démontré Pas seulement. une maîtrise du renseignement qui n'a nulle pareille ailleurs. Alors, d'abord, et vous avez raison de le relever, c'est une opération qui est dans les cartons depuis une vingtaine d'années. Rien que ça. Il y a au sein de Tsahal, de l'état-major de Tsahal, un quartier particulier qui s'occupait que de cela, donc d'informations, de recoupement pour ce qui est de l'Iran et la possibilité pour Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Il y a une grande spécialisation. Il y a eu, évidemment, dans le cadre de ces préparatifs, des infiltrations, oui, des drones qui ont été transportés et le résultat est là. On a 6 dignitaires militaires qui ont été éliminés, 6 scientifiques nucléaires. Je veux dire, ils ont frappé, mais ils ont frappé avec précision et minutie, et la cible, elle a littéralement été attaquée au centimètre près. Ça veut dire qu'ils disposaient de renseignements particulièrement précis venant de leurs sources propres, vous avez fait référence au Mossad, et venant certainement d'autres sources étrangères que je ne peux pas identifier, mais ça me paraît évident. Très bien. Bien. Un dernier point aussi, parmi les généraux, les responsables qui ont été éliminés, le chef d'état-major de l'armée iranienne, Oui, oui. le chef des gardiens de la Révolution, son adjoint, etc. Israël avait la possibilité également d'éliminer Khamenei, parce qu'à ce stade-là d'information, de technicité, de sophistication, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il reste en place une autorité légitime institutionnelle. Son conseiller en chef, lui, Ali Shamkhani, oui, a été éliminé. Sans parler, bien sûr, des scientifiques. Un mot, justement, sur cette offensive inédite d'Israël sur l'Iran et aussi ses répercussions pour demain, après-demain. Professeur, docteur. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui nous a tous frappés. Bon, je n'ai pas suivi la nuit, c'est le matin que oui, j'ai appris. C'est des frappes chirurgicales, je dirais, où ça a été très, très précis. Ça veut dire que c'était préparé de longue date. Mais maintenant, je revois un petit peu le film des dernières journées. Effectivement, hier soir, je pense que le président Trump avait demandé aux Israéliens de ne pas attaquer l'Iran. Et ça coïncide effectivement la fin du délai de 60 jours. Mais il y avait aussi quelque chose qui m'avait interpellé. C'était le fait que le parti ultra-orthodoxe soit revenu pour ne pas faire chuter le gouvernement de Netanyahou. Oui, bien sûr. Et donc, en réalité, tout se préparait, tout concordait. Il y avait de l'enfumage de l'administration américaine, selon vous? C'est-à-dire ces déclarations de Trump, peut-être c'était aussi pour misleader les Iraniens. Mais de toute façon, les Israéliens n'attaqueraient pas si les Américains n'avaient pas donné leur feu vert, ou en tout cas leur assentiment, ou en tout cas ils étaient au courant. C'est différent. Si les Israéliens n'auraient pas attaqué, s'il y avait eu une objection majeure et un niet des Américains. Ce n'est pas le cas, ils ont été informés. Bon, en tout cas, Marco Rubio, hier soir, très très tard, avait dit « nous, on n'était pas au courant ». Voilà, après, c'est ce qu'il a dit. Donald Trump, ce matin, a dit « non, on était au courant ». Bon, bref, il y a cafouillage, mais il y a surtout enfumage, j'ai envie de dire. Je vous laisse finir, docteur Gsous. Maintenant, qu'est-ce que ça va être demain? Est-ce que c'est toute la région qui va s'embraser? C'est ça. Ça, c'est les journées à venir qui vont nous le dire. Voir les heures, hein, parce que ça évolue tellement vite. Absolument, mais oui, c'est très difficile aujourd'hui, à cette heure-ci, de pouvoir dire qu'est-ce que ça va être. Mais nous allons certainement suivre pour vous, mesdames, messieurs, la situation
bien sûr dans nos journaux télévisés, mais aussi dans Questions d'actu, qui va certainement revenir sur le sujet la semaine prochaine. Je vous remercie d'ailleurs à l'occasion pour votre fidélité à notre programme. Nous passons à la troisième déclaration. Cette fois, nous retournons au Maroc et on va parler enseignement supérieur. Cette déclaration de notre ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, et Azdine El Midawi, qui dit et rappelle que depuis la création des universités marocaines, la recherche repose sur les initiatives individuelles des enseignants, en l'absence d'une politique nationale claire et de pilotage institutionnel. Fin de citation d'Azdine Midawi. Vous êtes professeur, Mustapha Sahimi, donc bien naturellement, un commentaire. Le commentaire du ministre que vous avez évoqué ne me satisfait pas. Un ministre qui dit voilà l'état de la recherche et des initiatives individuelles et la politique nationale, pour moi, c'était recevable. Il dresse le diagnostic. Ah, mais on n'attend pas d'un ministre qui dresse un diagnostic, on attend d'un ministre qui complète ce diagnostic avec une politique et des mesures concrètes. Faire le diagnostic, il n'est pas là pour ça. Donc, il faut qu'il y ait des mesures. Alors, je vais vous donner l'état... C'est intéressant parce que lors de la même... c'est lors d'une conférence organisée cette semaine. Lors de la même conférence, il dit qu'il est important de mettre en place, vous parlez de politique, une politique nationale claire pour un écosystème intégré de l'innovation et du transfert technologique. Il faut redonner toute sa valeur au laboratoire universitaire, noyau fondamental de la production scientifique. Fin de citation de Azdine Midawi, ministre de l'Enseignement supérieur. C'est encore des pétitions de principe et des professions de foi. J'aurais aimé que le même ministre dise, compte tenu de l'état de la situation, voilà les mesures que je vais proposer au gouvernement dans le cadre de projets de loi et les soumettre au Parlement. Il faut du concret. On ne peut pas rester au niveau de la gestion, ce que j'appelle le discours de la réforme. Quelques mots sur la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et de l'université marocaine, oui, pendant qu'on y est. Alors, je vais vous donner un exemple. Nous avons une loi sur l'autonomie de l'université qui a été adoptée en juillet 2022. Juillet 2022, c'est-à-dire pratiquement 3 ans. Le 30 septembre 2024, le Conseil supérieur de l'éducation a fait un rapport pour dire que cette loi n'était pas encore appliquée parce qu'il manquait les décrets d'application. Voilà un paradoxe. On a une loi qui est dans le ciel, donc qui est dans l'air, il n'y a pas de texte d'application. Problème de gouvernance. Deuxième situation avec des éléments précis, le taux insuffisant des effectifs de la recherche scientifique au Maroc. Vous savez quel est le taux? Nous avons un taux de 1500 chercheurs pour 1 million d'habitants. Les moyennes internationales, c'est les critères dans la moyenne dans le monde et la moyenne mondiale est de 7500 chercheurs pour 1 million d'habitants, c'est-à-dire 5 fois plus. Le budget, il faut parler du budget. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, on ne peut pas faire de recherche sans argent. Le budget de la recherche scientifique, c'est combien? C'est 0,75% du PIB. La moyenne mondiale pour les pays à revenus intermédiaires, c'est entre 1 et 1,5. Le budget, il est de 8% en Corée, 7% en Malaisie. Je ne parle pas d'autres pays, etc. Voilà les choses, comment elles sont. Le total du budget du Maroc, pour ce qui est de la recherche scientifique, il est de combien? 3,7 milliards. C'est peu, c'est très peu, c'est médiocre, avec un financement public à 80%. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut qu'il y ait un effort national exceptionnel en faveur de la recherche, avec un statut du chercheur, avec des accompagnements, des partenariats publics-privés. À côté de ça, quand même, il y a des choses qui sont intéressantes qui sont faites. Vous allez vous interpeller aussi sur le positif. Non, vous n'êtes pas nihiliste, Mustapha Sahimi. Je suis généralement équilibré, oui. vous le savez. Généralement, alors, oui. Généralement, vous voyez, ça vous convient, c'est un terme qui vous convient. Alors, ce que je vais dire simplement, c'est qu'il y a à côté de ça des entités qui se distinguent par quelque chose de tout à fait exceptionnel. Pour ce qui est, par exemple, de l'université Mohamed VI Polytechnique de Beguir, en partenariat avec l'OCP, ils ont un grand programme pour ce qui est de l'intelligence artificielle,
pour l'enclavement, l'énergie, la ruralité, également l'utilisation de technologies de blockchain, la recherche sur le climat. Mustafa Sahimi, c'est surtout l'insertion sociale. C'est d'insérer ces jeunes, ces enfants qui viennent de régions très reculées. 80% des étudiants sont boursiers. C'est extrêmement important venant de classes modestes et défavorisées. Et de villages reculés. J'insiste, parce que vous avez parlé d'enclavement, il est important que de soulever cela. J'ajoute une autre entité institutionnelle, c'est l'université Mohamed V de Rabat qui se distingue donc au niveau national. Vous prêchez pour votre paroisse. Non, mais c'est les chiffres. Ça, oui, bien sûr, bien sûr. C'est la première université du Maroc, pour ce qui est de ses effectifs, sa production, etc. Et au niveau africain, c'est la 5e, c'est extrêmement important. Oui. Donc, il faut que ça soit une priorité en faveur de l'argent islamique, que ça soit une ardente obligation, et ça, c'est encore à la charge du gouvernement. Très bien, puisqu'on parle de jeunes et d'enfants, si vous avez un mot, parce que bon, ça nous facilite aussi la transition pour notre dernière déclaration, ce ne sera pas une déclaration, ça va être un témoignage. Docteur Gsous, sur justement l'université marocaine et sur l'insertion des jeunes dans notre pays aujourd'hui. Il y a un problème d'insertion effectivement des jeunes. Déjà au sein de l'université, l'accès aux universités, et nous le voyons, beaucoup de jeunes, quand ils ont le bac, ils ont besoin d'aller trouver du travail, et ne trouvant pas du travail, vont à les facultés, remplissent les universités à accès libre, et certains passent 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ils passent d'une université à une autre. C'est des parkings. Nous avons des facultés parking. Parce qu'ils ont la bourse. En tout cas, ça n'engage que vous, Mustafa Sahimi, pour les premières années, et effectivement, ils ont des difficultés à trouver de l'emploi. Oui. Même avec des diplômes, même les gens qui ont des diplômes. Surtout. Et là, effectivement, nous voyons que les taux de chômage, ça touche plus particulièrement les jeunes, les diplômés et les femmes. Et les femmes, surtout. Donc, effectivement, les jeunes et diplômés n'ont pas de débouchés. Et les employeurs préfèrent faire travailler des gens qui n'ont pas de diplôme, parce que ça leur revient beaucoup moins cher. Moins cher. Alors, nous sommes au lendemain de la Journée internationale des enfants de la rue. Pourquoi je vous parlais des jeunes? Parce que ces jeunes aussi sont très importants pour... en fait, c'est un sujet quand même d'une importance grande, compte tenu de la dignité, le droit à la dignité, à la protection. Je parle de cette Journée internationale des enfants de la rue, qui est célébrée chaque année, donc le 12 juin. Et on a cet ouvrage, ce bel ouvrage intitulé « Survivre » de Chakib Gsous, enfants et jeunes de la rue, paru aux éditions La Croisée des Chemins. Puisque l'émission aujourd'hui de vendredi, elle est autour des déclarations, ce sont beaucoup de témoignages que vous avez récoltés ici et là de jeunes Marocains. Quel est celui qui vous a le plus marqué? Ce sera le dernier témoignage Ce n'est pas uniquement un livre de témoignages. Oui. C'est un livre. J'ai passé dans une association, j'ai passé près de 2 décennies au contact régulier et quotidien avec les enfants et jeunes de la rue. Mais j'ai une autre expérience avant dans d'autres villes, au Maroc et à l'étranger, donc ça me fait une 30aine d'années au contact de ces personnes. Et dans le livre, je ramène un certain nombre de recherches que j'ai effectuées moi-même sur cette situation d'enfants de la rue. Alors, le témoignage qui m'a le plus touché est celui d'un jeune enfant d'une 12aine d'années que l'association avait prise. Et c'est un enfant qui avait quitté l'école très jeune. Nous l'avons remis à l'école. Il a commencé à évoluer. Et nous sommes même parvenus à le remettre chez lui à la maison, mais on continue à le suivre, alors qu'il était revenu chez lui avec sa maman et son frère et sa sœur. Et puis, il avait ému toute l'assistance. On l'avait emmené un jour à un spectacle, un grand humoriste marocain, Saïd Nasseri, et il a sauté, il est parti sur le podium, il a pris le micro quand Saïd Nasseri parlait, et il a pris le micro, il a dit à tout le monde, je suis là, je voudrais quitter la rue, je voudrais devenir comme tout le monde. Aujourd'hui, je rencontre un grand artiste, je peux le toucher, je peux lui parler,
et demain, je vais être comme tout le monde. C'est bien. Une semaine après, il se fait faucher par une voiture un dimanche matin. Et nous l'avons perdu. Allahu Akbar. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Mais en tout cas, il aura fini sa vie Voilà. quand même sur une note positive, pas négative. Oui, oui, mais ça fait toujours mal. Oui, Quand on perd, un être cher. on n'a pas à le perdre. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas justement les perdre, peut-être pas fauchés par une voiture un dimanche matin par un chauffard, mais est-ce qu'on a un moyen, en quelques mots, de ne pas perdre, comme vous posez la question dans votre livre, quel est l'avenir pour les enfants et les jeunes de la rue, livrés à eux-mêmes? Est-ce qu'il y a un moyen de les sauver pour ne pas les perdre? Il faut Et, les sauver. et quand on parle de perte, c'est sous différentes formes. Oui. Les sauver, c'est à titre préventif. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale doit pouvoir prévenir avant la sortie de l'école. Oui. La preuve a été faite, que ce soit au Maroc ou ailleurs, que tous les enfants de la rue quittent l'école avant d'arriver à la rue. Et donc, il faut que le ministère fasse quelque chose pour éviter, pas uniquement la sensibilisation. Nous savons que les mois, des semaines ou des mois, avant de quitter l'école, les enfants changent leur écriture, changent leur comportement, deviennent agressifs. Et donc, l'enseignant qui voit l'élève tous les jours doit pouvoir le signaler à un travailleur social qui puisse faire l'enquête familiale, voir s'il n'y a pas un problème au sein de sa famille. S'il n'y a pas un problème, avec l'enseignant peut-être, ou avec un voisin, et résoudre le problème pour faire en sorte que l'enfant ne quitte pas l'école et ne se retrouve pas demain dans la rue. Merci beaucoup. Et on rappelle donc ce livre que vous venez de publier aux éditions La Croisée des Chemins, Survivre, enfants et jeunes de la rue, tout dernier ouvrage du docteur Chakib Ksous, médecin, sociologue, qui a aujourd'hui partagé aussi avec nous sa lecture de l'actualité et sa lecture des enfants de la rue. Merci beaucoup, docteur Ksous. Merci à vous. Merci à vous également, Moustapha Srimi. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité à cette émission et à Média TV. Excellente soirée, très bon week-end à tous.